Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG, marqué bien sûr par la reprise de l'entraînement et le mercato qui commence enfin avec deux recrues chevaliers Zabarni attendus depuis des semaines et des dossiers enfin finalisés par le club, visite médicale, officialisation à venir. On va parler de tout ça dans cette vidéo avec d'autres infos pêle-mêle, notamment la liste pour le Ballon d'Or bien sûr. Allez, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Faux2Faux qui vous propose des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, leur résistance, si vous les lavez pas trop chaud bien sûr, les qualités des coutures, des broderies sur les logos, une grande diversité dans l'offre, notre PSG bien sûr avec le maillot de Jordan et ses fameuses ailes, symbole de notre parcours de Ligue des Champions cette saison, d'autres clubs, des maillots vintage, les sélections nationales, la Formule 1, la NBA. N'hésitez pas à aller checker le lien dans la description, tout comme les informations sur le code promo et les promotions en cours sur la boutique plus généralement. Très souvent, vous en trouvez et c'est très intéressant. Vous ajoutez dans la barre commentaire au moment du paiement le maillot qui vous est offert en fonction du montant donc vous dépensez sur le site avec des délais de livraison compris entre 2-3 semaines grand maximum. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça et bien sûr, on les embrasse, c'est eux qui régalent. Eh bien ça y est, on en a enfin terminé avec ces 3 semaines de pause et le mot est faible tant ce fut une traversée du désert pour nous en matière d'information. On n'avait que les photos de vacances des joueurs à se mettre sous la dent, João Neves avec sa petite copine à Bora Bora notamment. Sur le mercato, c'était vraiment le calme plat, ça s'est excité 2 fois pour Zabarni puis Chevalier, mais c'était le scénario classique de Luis Campos. En réalité, l'info fuite quand on est d'accord contractuellement avec le joueur, qu'il a donné son accord de principe pour nous rejoindre, et qu'il faut négocier avec le club vendeur, mais que rien n'est fait. Et du coup, derrière, pendant 3 semaines, tu suis des négociations pour des petits bonus de 5-10 millions par-ci par-là. Ça finit par aboutir, mais c'est long, ça paraît bizarre. On a aussi la traditionnelle info à chaque fois où on nous dit que Nasser reprend le dossier en main. Là, les joueurs parisiens, puisque Chevalier et Zabarni ne le sont pas encore, ont retrouvé le chemin du campus mercredi pour préparer la Supercoupe mercredi prochain contre Tottenham à 21h sur Canal+, à Udine en Italie. D'ailleurs, Canal+, qui a fait un très beau trailer pour ce match, qui est un peu la continuité de la saison passée, plus qu'un premier match de la nouvelle saison. Hein, évidemment, il découle des 2 trophées qu'on a remportés respectivement il y a 2 mois. Et Luis Enrique, peut-être que mercredi, voyant qu'il n'avait pas ses recrues au campus, il s'est un peu excité. Dans les médias, on disait qu'il voulait les joueurs pistés avant la Supercoupe. Eh bien, il les aura, puisque Zabarni et Chevalier vont arriver. Et on va en parler, bien sûr, dans cette vidéo. D'abord, globalement, sur la reprise de l'entraînement, aucun accro, aucun retard. C'est assez inédit pour le souligner, mais en fait, tout le monde est revenu en même temps. D'habitude, t'as ceux qui vont à la Copa América. Quand il y a une compète internationale, les joueurs reviennent au compte-gouttes en fonction d'à quel stade du tournoi leur sélection a été sortie, tu sais. Nous, comme ils sont tous partis après la finale contre Chelsea, eh bien, ils sont tous revenus en même temps mercredi. D'ailleurs, le campus a été équipé de façon à ce qu'on fasse les tests médicaux là-bas. D'habitude, vous savez, ils faisaient les allers-retours entre l'hôpital américain de Neuilly et le centre d'entraînement. Là, tout a été fait sur place pour qu'ils enchaînent sur la première séance d'entraînement. Donc, dès mercredi, ça a fait gagner une journée et donc une séance d'entraînement en plus avec le staff qui s'est étoffé aussi, mercato au sein du staff, un nutritionniste et un nouveau médecin. Donc, un nutritionniste, je crois, espagnol et un médecin français qui était dans un grand hôpital parisien avant. Donc voilà, c'est vrai que chaque été, on a les petits ajustements dans le staff de Luis Enrique qui a ses têtes bien connues, Raphaël Paul notamment, mais aussi qui sait innover, comme il l'a fait sur l'entraîneur des gardiens, je crois qu'il connaissait pas vraiment avant qu'il arrive et qu'il fasse progresser Donnarumma, même si on verra plus tard dans la vidéo que progresser n'est peut-être pas le mot pour le gardien italien. Donc du côté du mercato, évidemment, c'était très calme, la saison s'est terminée, les joueurs étaient en vacances, et sur le marché, on traînait un petit peu, en fait. Là, l'équipe a repris. Et on s'est tout de suite, bizarrement, activé pour boucler, évidemment, les dossiers qui n'attendaient que ça. Et donc, c'est chose faite. A posteriori, alors, sur le moment, à la fin, ça m'agaçait un peu. Je me disais, mais est-ce qu'on va finir par faire Zabarni, quoi? Mais a posteriori, je me dis, les joueurs, en fait, se préparaient avec leurs équipes respectives, jouer des matchs amicaux, Zabarni avec Bournemouth, Chevalier des mi-temps
avec Lille. Je crois qu'il a joué 4 matchs amicaux. Les salaires étaient payés par leur club, puisqu'ils y étaient encore. Et maintenant qu'on a repris l'entraînement, eh ben, les mecs peuvent venir, on boucle, et comme ça, ils arrivent avec le groupe au complet. Parce que si on les avait signés il y a 15 jours, les mecs seraient au campus à faire des séances en salle, à échanger des ballons avec les indésirables, là, qui sont complètement hors de forme, les Renato Sanchez, les Presnel Kimpembe. Je pense que ce scénario a été beaucoup plus bénéfique aux joueurs, de manière, sur le plan physique de la préparation, même si mentalement, il y avait des infos qui disaient, voilà, Zabarni commence à s'impatienter, c'est un peu bizarre, il se pose quelques questions, peut-être que ça a été un peu difficile par moment. Au final, je trouve que c'est tout bénef pour nous. Voilà, on va pas se mentir. Typiquement, Zabarni, avant la reprise, bon, je m'en fichais qu'il arrive ou pas. Là, voilà, le fait que le club s'active une fois que tout le monde est là, je trouve ça assez logique. Voilà, donc on a un accord de principe pour 65 à 70 millions, bonus compris. La base fixe serait de 63, selon différentes sources. Là, cet après-midi, c'est une source anglaise qui a envoyé l'accord final en premier. Fabrizio Romano, Fabrice Hawkins ont confirmé. Il y a juste sur les bonus. Bon, à savoir, est-ce que ça monte à 66, est-ce que ça monte à 70? Peut-être qu'il sera dispo pour le match, du coup, mercredi contre Tottenham. Après, Zabarni, on parle du poste du capitaine Marquinhos, qui lui aussi est de retour de vacances, évidemment avec de vraies ambitions. Il a la Coupe du Monde avec le Brésil à la fin de l'année, donc je pense qu'un départ, on sait qu'il est pisté par l'Arabie Saoudite depuis quelques années, Marquinhos, mais voilà, comme Lucas Hernandez, ça ne s'envisage pas, et tant mieux pour Marquinhos de le garder bien sûr, un peu moins pour Lucas, mais voilà, pour la Supercoupe, c'est vrai que Zabarni, difficile de l'imaginer titulaire dès mercredi. Ce serait vraiment un signal assez négatif quand même à Marquinhos. Avoir aussi la cohabitation avec Safonov. Parce que sur son Insta, Zabarni, il a toute une story à la une sur la guerre. Rappelez-vous, l'hiver dernier, toutes les infos qui disaient Zabarni-Safonov, russe-ukrainien, ils ne peuvent pas cohabiter. Ça coïncide avec le recrutement de 2 nouveaux gardiens en club, Renato Marin et Lucas Chevalier. Donc normalement, Safonov, qui en plus s'était plaint de sa situation, devrait partir. Je pense que c'est le scénario qui se dessine, ce qui est assez logique. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur le délire des nationalités machin avec un Ukrainien, d'abord c'est le premier de l'histoire, premier Ukrainien du PSG, et ensuite il ne prend pas une place d'extra-communautaire, puisque l'Ukraine ne fait pas partie de l'UE machin. Ils sont sous l'arrêt Malara de 2002, vous savez, c'était un arrêt qui avait élargi en fait la possibilité, il y a des pays du Maghreb et des pays d'Europe centrale, je crois, qui font pas partie, en fait, des pays, des nationalités considérées comme extra-communautaires. Donc on garde l'Ikanguin, et on a 3 extra-communautaires. Je me souviens plus. Il y a Gabriel Moscardo qui est parti, il y a l'Ikanguin, je crois qu'il y a Beraldo, et Pacho, et oui, et Pacho, évidemment. Pacho, l'équatorien. Donc Zabarni ne prend pas de place d'extra-communautaire, on en a 3 sur les 4, on peut en prendre un autre. Bref. Chevalier, lui, c'était une histoire de bonus, bien sûr. Ça parlait de 40 millions au début, et au final, l'addition monte à 55 si on lève tous les bonus, puisque première offre refusée, deuxième offre refusée, troisième 40 plus 15 de bonus, et là, ça a été accepté par Olivier Létang. Bon, on n'est pas sur la négociation du siècle, on va pas se mentir. On s'est un peu fait plumer par Olivier Létang. À voir, évidemment, les bonus, dans quelle mesure ils vont être levés. Je pense quand même que ça ira jusqu'aux 50 assez facilement. Et du coup, sur Chevalier, la pression est quand même très grande, parce que selon l'équipe, il n'y aura pas de concurrence. Il part en tant que numéro 1, voilà, et Donnarumma est invité à se trouver une porte de sortie. Et d'ailleurs, Chevalier devrait être titulaire dès mercredi contre Tottenham. Bon, ça par contre, honnêtement, je comprends. En fait, on est champion d'Europe. On est l'équipe à abattre. Il faut se réinventer. Il faut qu'on continue à être imprévisible, comme Luis Enrique aime le dire. Et pour ça, faut trancher dans le vif. C'est pour ça que j'aime cette idée de se séparer de Donnarumma pour prendre Lucas Chevalier. Et voilà, quand t'es champion d'Europe, il faut pas faire dans les sentiments. Là, on a un nouveau statut, en fait. C'est comme avec les indésirables. Ça dégage. Tous les mecs qui sont incapables de challenger les titulaires, ça part.
à la première offre, ça dégage. Les Gonzalo Ramos, les Lee Kang-in, soyons très clairs. Mais ce match de Super Coupe d'Europe, bon, comme je le disais plus tôt, c'est vrai qu'il découle de la saison passée. Et c'est parce qu'on a remporté la Ligue des Champions qu'on va le jouer. Ligue des Champions durant laquelle Donnarumma a eu un rôle absolument prépondérant dans le parcours. C'est vrai que dès la Super Coupe, le foutre sur le banc pour Chevalier, bon, ça me ferait un peu... Je dois avouer que ça me ferait un peu mal au cœur pour ce bon vieux Didio. Après voilà, la réalité aussi, il y a aussi une réalité. C'est qu'avec Didio, il a fallu attendre la 3e saison pour enfin avoir un gardien décisif. Voilà, important et qui a un rôle majeur. Même si contre le Real, machin, à part ça, c'est le passé, il subit une faute de Benzema, machin. On a enfin, et encore, même sur cette saison, Didio nous coûtait certains matchs sur la phase de poule de Ligue des Champions. En Ligue 1, il a été beaucoup moins régulier. Et si on veut parler de manière très froide, sur la phase à élimination directe, il y a grosso modo 3 matchs où il est bon. Les autres, il n'est pas sollicité. Et pour le reste, bon, sur la phase de poule, il était quand même très très tensé, très remis en cause. Ça a été limite un des seuls titulaires de cette saison à être vraiment relégué à un moment donné. À savoir le match contre le Bayern, où Safonov lui a été préféré. Voilà. Bon, il y a Liverpool retour, Aston Villa retour, et Arsenal retour. Après, pour les autres matchs, bon, il était là, mais pas non plus ultra décisif. Parce que devant, sa défense, ça marchait bien et tout ça. Alors c'est vrai que pour le match de la Supercoupe, on peut aussi dire que Donnarumma qui est invité à partir, est-ce que c'est judicieux de le foutre sur le terrain, sachant que ça pourrait lui donner espoir pour la saison prochaine. S'il fait un grand match, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis, et puis peut-être que ce feuilleton est mal vécu de sa part, qu'il a un peu le moral dans les chaussettes, et que du coup tu mets sur le terrain un gardien qui mentalement n'est pas très bien. Alors que là, t'as Chevalier qui arrive, qui est clairement l'avenir, qui signe pour 5 ans, machin, et qu'il faut intégrer de suite. Voilà. Au début, avec Chevalier, alors c'est très difficile de dire ça, mais ça rejoint ce que je disais avec Donnarumma. Il a fallu attendre 3 ans pour l'avoir enfin décisif. Faudra être patient. Alors c'est très difficile quand il arrive pour remplacer celui qui est trophée Yashin. C'est quasiment inconcevable, c'est quasiment inentendable en fait, ce que je dis là. Surtout en plus quand le mec te coûte 50 millions. Mais au début, il faudra l'être parce que ça va rejoindre quelque chose que j'ai envie de dire de Donnarumma. C'est-à-dire qu'au pied, tactiquement, c'est un peu ce qui est expliqué. Voilà, Donnarumma semble avoir un plafond de verre. Luis Enrique veut un gardien un peu plus impliqué à la relance, qui fait que tu relances à 5 plutôt que tes 4 défenseurs, qui a un bon gelon, machin. Alors déjà, sur Chevalier, je suis pas certain. Enfin, c'est vrai qu'on peut pas dire qu'il est extraordinaire au pied. C'est pas sa première qualité. Mais il est quand même un poil meilleur que Donnarumma, sûrement. Et alors, ce qui est frustrant, c'est que on peut penser que Donnarumma a progressé, machin, ces dernières années, avec notre super entraîneur des gardiens. C'est vrai. Mais à quel point a-t-il progressé, ou de l'autre côté, placer le curseur au bon endroit, entre progresser et en fait s'être approprié les automatismes, les consignes de l'entraîneur, les schémas, les circuits de passe en fait. Est-ce que vraiment intrinsèquement, Donnarumma a progressé au pied ces dernières années? Est-ce que c'est pas plutôt une appropriation, voilà, des circuits, de l'environnement Luis Enrique, et Luis Enrique veut aller plus loin en fait. Et Luis Enrique veut aller plus loin parce que Donnarumma au pied a un plafond de verre très clair qui fait qu'individuellement il ne progressera plus. Et du coup, il préfère avoir un gardien où il y a plus de perspectives. Je pense que c'est le cas de Chevalier. Je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais du coup, je reviens sur Chevalier. Donnarumma, les automatismes, il les avait. Chevalier ne les aura pas. Et sachant quand même que c'est difficile de dire ça puisque hier, nos 2 défenseurs centraux n'ont pas été dans la liste des nominés du Ballon d'Or, mais notre campagne de Ligue des Champions a quand même tenu aussi à notre solidité défensive. C'est vrai que le PSG, pour une fois, a prouvé que dans le foot actuel, tu peux lier le résultat au contenu, à la domination dans le jeu. Ça change des Real Madrid qui gagnent par tu sais quel miracle. Nous, voilà, on dominait, machin, on était là, possession, gros volume d'occasions créées. Mais il y a quand même des matchs où on a galéré. Il y a des matchs où on a pris des bouillons.
refaites-vous le match retour contre Aston Villa, typiquement. Voilà. Liverpool nous ont mis un peu dans le dur à Anfield, ça a été un match compliqué, ça a tenu à un fil. Hein. Quand tu gagnes au tir au but, ça tient à un fil ta saison. À la Coupe du Monde des clubs, on explose complètement contre Chelsea, même s'il y a d'autres facteurs, notamment la fatigue. Le Bayern, voilà, trouve un moyen de parer nos relances et nous faire déjouer. Donc c'est vrai que là-dessus, il faut progresser et travailler à la solidité défensive, aux automatismes que Chevalier n'aura pas. Donc peut-être qu'au début, on aura des moments un peu calamiteux où Chevalier s'entendra pas très bien avec ses défenseurs, surtout qu'en plus, il faudra incorporer dans la même zone Zabarni. Alors je sais pas trop quelle langue il parle, je pense qu'il doit maîtriser l'anglais. Mais du coup, Zabarni, Pacho, Chevalier, enfin, ça fait quand même un remodelage complet de la défense. Qui plus est, au poste de latéral droit, peut-être qu'on fera souffler Achraf. Mais bon, peut-être plus peut-être plus que cette problématique arrivera au moment de la CAN. Dans tous les cas, visiblement, on ne veut pas recruter à ce poste-là. Bref, donc voilà un petit peu ce que je voulais dire au poste de gardien de plus par rapport à la vidéo qu'on a fait il y a 10 jours. Donnarumma donc est invité à partir. Le Daily Mirror a dit que Manchester United en voulait, pas de problème. Alors, nous, il faut qu'on facilite le départ, mais à combien ? C'est vrai qu'on parle quand même d'un gardien qui est, enfin c'est fou, à la fois jeune, à la fois expérimenté. Et on sait très bien qu'un gardien, ça va jusqu'à 38, 40 ans. Donc en fait, que là, Donnarumma à son âge est complètement dans la fleur de l'âge, quoi. Moi, je serais tenté de dire, enfin, un Donnarumma aujourd'hui sur sa ligne, il y a que Thibaut Courtois qui rivalise, quoi. Et à un moment donné, les arrêts, c'est la mission numéro 1 d'un gardien. Le mec, il est trophée Yachine. Pour moi, c'est 50 millions minimum. Mais il va falloir faciliter le truc parce qu'on a recruté avant de le faire partir, qu'il faut s'éviter absolument ces trucs de cohabitation. Peut-être qu'il partira qu'à 25-30 millions. Ce sera un peu frustrant, mais je pense qu'il faut faciliter et faire cet effort parce que il pourrait aussi rester, hein, et rester voilà pour garder son salaire. Surtout que on est sur une saison de Coupe du Monde et donc on peut se dire voilà pour les joueurs qui ont des enjeux, par exemple Skriniar. Voilà, il avait aucun intérêt à rester au PSG pour jouer, pour pas jouer. Fallait absolument qu'il joue dans un contexte en plus qu'il avait appréhendé dans le cadre de son prêt. Donc il est parti, ça a facilité le départ parce que il a besoin de jouer pour la Coupe du Monde. Mais lui, Donnarumma avec l'Italie, il est assuré d'être là. Il leur a fait gagner l'Euro. Il est titulaire indiscutable. Donc en fait, il n'y a pas trop de discussion. Qu'il joue ou pas cette saison, il sera de la Coupe du Monde avec son équipe nationale. Bref, donc il faut absolument que sur ce dossier, ça s'accélère un petit peu. Visiblement, il a parlé ouvertement d'un départ avec ses coéquipiers là depuis la reprise de l'entraînement. Et bon, il y a eu la vidéo qui a filtré sur les réseaux sociaux où tu le vois en vacances en train de fumer une cigarette. Ça, Zidane y fumait aussi, Verratti fumait aussi. Donc bon, là-dessus, je lui en tiens pas vraiment rigueur, surtout pour un gardien. À la limite, un milieu dans le système Luis Enrique qui demande un coffre incroyable, j'aurais dit, bon, c'est limite. Mais un gardien, bon, ça va. Je suis pas sûr que le cardio, ce soit ce que tu fais bosser le plus à ce poste-là. Bref. Donc on a recruté notre gardien, on a recruté notre défenseur central droit. Visiblement, le remplaçant d'Achraf, on reste sur les solutions actuelles. Warren, João Neves, Mayoulou aussi. Mayoulou à surveiller. Je pense que ça va être une solution qui sera pérennisée parce que sur certaines fins de match en fin de saison dernière, il y jouait et il était aussi bon offensivement que défensivement. Donc voilà. Reste l'histoire de l'attaquant. L'attaquant où visiblement l'ailier droit gaucher a été un peu abandonné. Là, les délires de Akliouche. Ce qui est bizarre, c'est que Mastantuono, on a foncé dessus, quoi. On était prêt à mettre, c'était combien, 45, 50 patates. Ils étaient là, les sous. Mais là, pour un Akliouche, par exemple, ils sont volatilisés. Ça parle plus de lui, en fait. Et ça parle plus trop de ce profil. Plus d'un attaquant polyvalent. Alors, on a été cité pour Rodrigo, que personnellement j'adore. Et évidemment que je prends Rodrigo au PSG. Il n'y a pas d'histoire de, mais oui, il faut faire de la place. Gvara, Barcola, ça fait trop. Déjà parce que Rodrigo est polyvalent, gauche, droite. Faux numéro 9, c'est compliqué parce que derrière Dembélé, c'est dur. Déjà, pour Colomani Ramos, j'espère qu'on va profiter de la valse d'attaquants qui est en train de s'exercer à ce poste.
avec Ekitike qui va à Liverpool, qui veulent en plus recruter Isaac, Newcastle qui va devoir chercher un remplaçant, la Juve donc qui veut Colomani, mais eux ils sont insupportables parce que bon c'est des Italiens quoi, voilà, ils sont radins comme pas possible, ils sont au chou, fauchés comme les blés, donc ils viennent tous les jours te proposer un prêt mais il n'y a pas d'option d'achat. Là Newcastle visiblement après l'échec Sesco s'intéresse vraiment à Colomani, il y a aussi Gonzalo Ramos qui est dans leur liste. Gonzalo honnêtement, hein, ça en parle pas beaucoup. Mais voilà, il a Jorge Mendes comme agent, ça peut se décanter en fin de mercato, et ça peut faire un beau billet. On rappelle qu'il a une vingtaine de buts au compteur. Voilà. Colomani, pareil, il a une petite cote. Donc là-dessus, j'espère qu'on va vraiment profiter de ce qui se passe. Et des prix qui sont envoyés, c'est délirant. 95 patates pour Hugo Ekitike. Et le pire, je crois que c'est le salaire. 12-15 patates. On est où? Et nous, on hurlait parce qu'on lui avait donné 600 000 balles par mois. Rappelez-vous l'info de Riolo à l'époque, quand il faisait ses super talonnades sur le terrain Ekitike. Et là, il va à Liverpool. Honnêtement, ce transfert est aberrant. C'est 95 patates pour Hugo Ekitike. Jamais, mais vraiment jamais au grand jamais, j'aurais pensé ça. Et encore moins d'un club comme Liverpool, qui sont déjà à plus de 300 millions dépensés sur le mercato et qui ont proposé 137 millions pour Isaac à Newcastle. Pouah, c'est assez fou ce qui se passe. Bref, donc en attaque déjà, j'espère qu'on va profiter de tout ça. Et ensuite, c'est vrai que derrière Dembélé, bon, c'est difficile de trouver un bon profil, hein, parce que le rôle est tellement particulier. J'ai longtemps parlé d'un joueur que j'appréciais dans les vidéos machin. Maintenant, je peux en parler puisqu'il viendra pas, c'est Joao Pedro. Joao Pedro, puisqu'il a signé à Chelsea, mais quand il était à Brighton, je l'adorais. Et j'ai pas eu le temps de faire une vidéo mercato parfait, mais il aurait été dedans à coup sûr. Après, l'histoire avec Luis Enrique machin à la finale, ça m'a un peu échaudé. Et en plus, j'ai lu par-ci par-là, du coup, après ce truc-là, que dans un vestiaire, bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus une personnalité exceptionnelle, Joao Pedro. Mais voilà, dans tous les cas, sur le terrain, c'est un des seuls qui se rapproche quand même de ce que tu demandes, en fait, au numéro 9, enfin au faux 9 qui est Dembélé actuellement. Donc c'est vrai que alors, Rodrigo, voilà, j'y serais tellement allé, mais vraiment 100 millions, je les aurais vraiment mis. Alors en défense, il y a eu Beraldo. Il y a eu Beraldo qui aurait annoncé au club pendant la Coupe du Monde qu'il voulait partir. L'info a fuité dans la presse, dans l'équipe, au lendemain de la finale qu'il avait joué. Le club n'aurait pas été content de cette fuite, qui du coup serait de l'initiative de son entourage. Du coup, ça s'est un peu calmé derrière. Il y a des clubs qui sont intéressés, Galatasaray, la Juve. Non mais c'est pareil, excusez-moi de revenir sur les Turinois. Ils prennent que des balles dans cette vidéo, mais les mecs, ils avaient Dean Huijsen l'été dernier. Ils ont été le vendre à Bournemouth. Et là, ils viennent nous voir pour prendre Beraldo. Non mais sérieux les gars. Ils viennent nous voir pour prendre Beraldo. Ils ont laissé passer Dean Huijsen, qui était chez eux. Ils ont même pas vu le crack que c'était. Et là, ils viennent pour Beraldo. En plus, ils demandent un prêt. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on accepte un prêt d'un joueur quand même, voilà, comme quasiment 3000 minutes de temps de jeu chez nous? Beraldo, c'est 30 millions minimum. C'est ce que le club a dit. Et comme aucun club propose ça, bah pour l'instant, ça bouge pas. Luis Campos refuse toutes les approches. Et il a bien raison. Alors, chez les indésirables, Skriniar est parti à Fenerbahçe pour une dizaine de millions d'euros. Ça, c'est très très bien. En plus du salaire économisé, c'est vraiment incroyable. Dommage qu'Asensio n'ait pas suivi, parce que bah visiblement, il préfère attendre un peu une offre dans un top 5, dans un championnat du top 5. C'est logique, hein, parce qu'il sort d'une expérience en première ligue qui a été plutôt réussie. Peut-être qu'il a bon espoir, et il a raison. Kimpembe, bon, alors visiblement Kimpembe, le club veut s'en séparer. Il y a eu une info dans ce sens-là, mais moi je vois deux options pour Kimpembe. Hein. Le Qatar, comme on l'a fait avec Abdou Diallo, Verratti, Draxler, ou la retraite. Hein. Qui va vouloir de lui dans un top 5 européen, quoi? Qui? Alors là, il a fait ses super posts Instagram avec son corps affûté, machin, préparation, vacances au charbon, mais c'est très très triste. C'est très très triste de dire ça de Kimpembe, mais à un an de la fin du contrat, pourquoi le garder, quoi? Pourquoi le garder? Donc si on pouvait l'exfiltrer, qu'il aille faire ses millions au Qatar, parce que honnêtement, s'il s'amuse à rester en Europe et chercher un autre club avec ambition machin, ça fera une Samuel Umtiti. Je pense honnêtement que là, la carrière est... Faut qu'il se fasse une raison. Soit la retraite, soit tu vas t'exiler au Qatar tranquille et tu prends tes chèques. Parce que le mec n'a pas joué depuis... Attends, mais c'était depuis quand? Ça va faire 2 ans et demi. 2 ans et demi sans jouer. Attends, je crois qu'il a même pas joué l'équivalent d'un match entier cette saison. C'est hard, hein. Je vois pas comment
il peut revenir à un niveau professionnel décent, top 5 européen. Je vois pas comment. Alors Lucas Hernandez, il avait démenti en story Instagram des infos de départ, et visiblement le club aussi veut pas s'en séparer. C'est vrai que c'est le genre de joueur qui est plutôt apprécié par le staff. C'est le genre de joueur où, là, pour le coup, si j'avais une critique à faire à Luis Enrique, ce serait sur lui, tu vois. Pourquoi s'entêter avec les Lucas Hernandez, avec les Lee Kang-in? Lee Kang-in, on sait qu'il l'adore. Dans les médias, ils font que de dire... Parce qu'en plus, Lee Kang-in, visiblement, il serait pas contre un départ. Mais Luis Enrique veut pas s'en séparer, machin, il est polyvalent. Ah bah oui, il a joué faux 9, il a joué numéro 6 à d'autres matchs, il a joué ailier droit, machin. Mais il ne fait rien. Il ne se passe rien avec ce mec. Je sais même pas s'il a marqué un but cette année. Lucas Hernandez, bon, c'est pareil. Il est là, c'est un CRS. Voilà. On est vraiment sur la brave M. Donc bon, à un moment donné, c'est 2 cas où je comprends pas trop. Je comprends pas trop pourquoi les garder. Alors après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Lucas Hernandez, typiquement, c'est très très difficile à faire partir. Lee, honnêtement, c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'infos. Je trouve ça bizarre parce que, rappelez-vous, l'été dernier, on nous parlait d'une offre venant de Première Ligue à 70 millions quand même. Cet hiver, on nous disait que Arsenal s'y intéressait. Là, on n'a personne. Et pourtant, en Espagne, il y a des infos qui disent que voilà, le joueur n'est pas satisfait de sa situation et qu'il aimerait aller dans un club où il a plus de protagonisme. Ça se comprend parfaitement. Mais pourquoi il n'y a personne qui se manifeste? On l'a recruté 20 millions, je pense qu'à 40, on accepte de le faire partir. Et en plus, peut-être qu'il vaut pas les 40 en matière de profil, mais en matière de merchandising, marketing et tout ça, c'est tout bénef. Les 40 millions, il va te les rembourser, il va te vendre les maillots, il va te faire percer en Corée, machin. Même si le revers de la médaille, c'est que sa sélection nationale, à chaque fois, l'éprouve complet sur les trêves. Peut-être que les clubs ont senti la fraude, et du coup, maintenant, plus grand monde en veut. Mais Lee Kang-in, typiquement, c'est le genre de joueur qu'il faut faire partir. Voilà, on a gagné la Ligue des Champions, les gars. Maintenant, il faut essayer d'étoffer. C'est vrai que là, on est sur un groupe de 12, 13 joueurs, 14 grand maximum. Faut aller jusqu'à 16. Faut recruter. Lee Kang-in ne fait pas partie de ces 16 joueurs. Lee Kang-in ne peut pas prétendre, ne fait pas peur aux titulaires. Lee Kang-in ne challenge personne dans le groupe. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour le mercato. Parlons un peu du Ballon d'Or quand même, parce que c'est vrai qu'on a mis 9 joueurs dans la liste, à part Pacho et Marquinhos. Voilà. Et Barcola aussi. Barcola qui était plus un 12e homme sur la seconde partie de saison. Pour les 3, c'est incompréhensible. Hein. Pacho qui n'y est pas alors qu'on a Van Dijk. Barcola qui n'y est pas alors qu'on a Vinicius. Enfin, le Real, c'est aberrant. Les mecs ont fait leur sketch l'année dernière à pas se rendre à la cérémonie, à faire leur communiqué de tocard parce que Vinicius n'a pas pris son Ballon d'Or. Là, dans la liste, ils foutent Mbappé, Vinicius et Bellingham. Les mecs n'ont même pas mis Thibaut Courtois. Parce que le seul gardien, c'est Donnarumma dans la liste du Ballon d'Or. Ah bah voilà le suspense pour le trophée Yachine, hein, vraiment. Mais le problème, c'est que Thibaut Courtois, c'est le meilleur joueur du Real, en fait. C'est le premier à mettre dans la liste du Ballon d'Or, du côté du Real. Et il n'y est pas. Même chez eux, il y a incohérence. Et Vinicius, mais que fait-il ici? Que fait-il ici après sa saison? C'est incompréhensible. Et enfin, surtout que Barcola, on n'oubliera jamais ce petit pont le 22 janvier dernier. C'était quoi, 54, 56e du match contre City, là, contre Matheus Nunes, qui envoie Dembouz au but. Voilà. Et puis après, reprendre la frappe de Désiré Doué, c'est tellement pour moi, c'est tellement le tournant de la saison, ce moment. C'est tellement à ce moment-là. Et après, le match supra abouti contre Stuttgart. Un match très sous-coté, ça. Stuttgart, c'est un match très sous-coté de cette saison. Je vous invite à le revoir. Mais bon, le pauvre Bradley me fait de la peine parce qu'il est extrêmement sous-coté, quoi. Les Anglais qui l'appelaient Brocoli. Et là, maintenant, on nous dit que Liverpool est intéressé. Alors, bon, on va nuancer un peu parce que c'est une rumeur qui vient de France. Et en Angleterre, personne l'a reprise, globalement. Peut-être que c'est un peu un truc... dans le cadre de la prolongation qui est en train d'être négocié. Mais sachant qu'il a été relégué, parce que c'est vrai que voilà, sur les finales, sur tous les gros matchs, c'était Doué qui finissait par être titulaire. Sachant qu'il a été un peu relégué à ce rôle de 12e homme, Barcola, est-ce que la prolongation ne sera pas un peu plus difficile à négocier? Il y avait le Bayern il y a quelques semaines. Bon, au final, ils sont allés sur Luis Diaz et puis ça s'est terminé. Peut-être parce qu'on demande beaucoup d'argent. Mais bon, j'ai hâte de voir ce dossier Barcola. Je suis pas si serein.
Je suis pas si serein sur le dossier Barcola. J'ai hâte de voir comment l'histoire de la prolongation va se goupiller et se terminer. Voilà, parce que c'est vrai que de l'autre côté, Moussa Sissoko possède l'essentiel de nos attaquants en fait. Dembélé, Doué, Barcola. Et il a pas grand intérêt. Les agents n'ont pas grand intérêt à avoir en fait les mêmes joueurs au même poste en concurrence entre eux quoi. Parce qu'il y aura forcément un gagnant, un perdant. Et le perdant sera dévalorisé sur le marché. Donc autant lui trouver une porte de sortie. Je vais peut-être un peu loin, mais après, Barcola, voilà, c'est typiquement le genre de joueur que Luis Enrique ne voudra jamais lâcher parce qu'il l'adore. Excusez-moi. Et moi aussi je l'adore, évidemment. Très très sous-coté. Ça fait quand même plaisir de le voir un peu au rayon mercato associé à des clubs aussi prestigieux que Liverpool et le Bayern. Voilà. Et j'ai aucun doute que la saison prochaine, il continuera à faire ses statistiques. Enfin, on parle d'un mec qui a 40 contributions cette saison. C'est quand même, voilà, c'est énorme. Et il est pas dans les 30 du Ballon d'Or. Alors attention sur le Ballon d'Or. Moi, ça me fait très peur. Le Ballon d'Or me fait très très peur parce que Lamine Yamal a un buzz pas possible. Quand on voit les statistiques sur Twitter, les machins, c'est aberrant. Mais même lui sur son Instagram, hein, c'est un truc de fou. Et nous, comme on place 9 joueurs, c'est très bien. On est une des équipes les plus collectives. Il y a pas grand monde qui ressort du collectif. Mais le problème, c'est qu'il faut éviter la dispersion des voix. Alors le club était derrière Dembélé il y a un mois, mais là, visiblement, on va changer le fusil d'épaule, on va axer sur le collectif. Nasser a dit devant le groupe qu'ils méritaient tous le Ballon d'Or, pour éviter aussi en interne que d'autres joueurs soient froissés. Des Hakimi, des Vitinha par exemple, qui pourraient, et qui je pense seront premiers dans les votes de certains journalistes. Le journaliste marocain, il va voter Hakimi. Pas mal de journalistes africains vont voter Hakimi. Voilà, le portugais, il va sûrement voter Vitinha. Donc il va falloir éviter ce genre de scénario où en fait le PSG est tellement un collectif qu'il n'y a pas de star qui ressort, pas d'individualité et on se fait gruger le Ballon d'Or. J'espère vraiment pas parce que évidemment il faut que Dembélé le prenne. Ce serait absolument magnifique. Et mercredi, il faut qu'il fasse un bon match pour ça. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Alors, je repars, là, je suis encore sur une fenêtre de repos, mais je vais repartir pendant longtemps, 10 jours, à l'étranger. Donc, je ne sais pas si je pourrais faire un débrief de la Supercoupe. Honnêtement, je pense pas. Et on reviendra le 20 août. Du coup, ce sera et la Supercoupe et le match contre Nantes qu'on débriefera. Le match contre Nantes où on va officialiser notre 3e maillot. Hein, parce que le domicile, bon, il a déjà été officialisé, porté pendant la Coupe du Monde. L'extérieur, c'est le même que la saison dernière. Et le 3e, il est rouge. Et le club l'a teasé. Normalement, on va le porter contre Nantes. Donc voilà. Et n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, bien sûr, sur la boutique Foutufo pour acheter vos maillots très bonne qualité. Ciao les amis, prenez soin de vous et on se dit à très vite.